Alors, on a parlé d'IA, on va en reparler un tout petit peu, peut-être un petit peu moins, mais quand même. Alors, juste pour démarrer, Mathieu, j'ai demandé à ChatGPT et à Gemini, justement, j'ai demandé qui était Mathieu Andro. Alors, je vous lis ce qui m'a été remonté, comme ça vous allez me dire si c'est exact. Donc, Mathieu Andro est un expert français en sciences de l'information et de la communication, spécialisé dans la veille stratégique et les technologies numériques. Docteur en sciences de l'information et de la communication, il a soutenu en 2016 une thèse sur le crowdsourcing à l'Université de Paris 8. Jusqu'à là, j'ai bon? C'est bon? Enfin, bon. Ensuite, depuis février 2020, il anime le réseau de veille documentaire des services du Premier ministre, rassemblant une cinquantaine d'organisations telles que la CNIL, la DINUM ou encore le Défenseur des droits. Avec plus de 20 ans d'expérience, Mathieu Andro a dirigé des projets numériques innovants pour de grandes institutions publiques. Il a également co-signé des études sur l'intelligence économique dans les pays francophones et à l'international. Et en 2023, il a souligné l'importance de l'évolution des outils de veille permettant aux professionnels de se consacrer davantage de temps à l'analyse. Alors, est-ce que tout ça est exact? Oui, oui, oui. Tout est exact. Bon, bah, c'est super. Alors, Heureusement, les simplement, petites phrases ont été passées sous silence. J'ai de la chance. il a quand même oublié, enfin, l'IA a quand même oublié de préciser que vous faisiez finalement partie du conseil scientifique de SINDUP. C'est vrai. Oui. Et alors là, c'est récent. Pour compléter ce que disait Mickaël, est-ce que vous pouvez nous raconter ce conseil scientifique et la vocation, encore pour ceux qui nous écoutent? Bah, pour le moment, c'est vrai que c'est assez récent. Il va y avoir un communiqué qui va être publié assez prochainement, je crois. Et c'est vrai qu'en fait, la collaboration avec SINTUP, pour ma part, en fait, elle date pas d'hier. Et c'est vrai qu'en fait, on a une relation finalement assez particulière, puisqu'en fait, on a développé une sorte de prototype avec du logiciel libre. Et que moi j'ai publié d'ailleurs sur le site de la DBS et qui a été repris par la société SINTUP qu'à l'époque je ne connaissais pas, et on est rentré un peu en collaboration comme ça, un peu par le bricolage, hein, finalement, en mettant vraiment les mains dans le cambouis. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa, et on a une relation qui est pas tout à fait une relation de peut-être de client à prestataire d'une certaine manière. D'accord. Bah, c'est chouette. Et puis alors, juste une autre, avant de rentrer dans le vif du sujet, et de parler de veille et d'apporter votre témoignage à ceux qui nous écoutent, je parlais tout en préambule du réseautage, du forum IES, des conférences sur l'IA à Marseille, mais du côté alors, je ne me souviens plus de quel service. En tout cas, il y a un événement aujourd'hui à Bercy qui rassemble, c'est ça, Oui, c'est ça. C'est le réseau de veille du ministère de l'économie et des finances qui a lieu à Bercy ce matin. Ouais. D'accord. C'est c'est une matinée de conférence. Je crois que c'est toute la matinée, il me semble. Ouais. D'accord, d'accord. Donc finalement, il y a à chaque fois plein Oui. d'événements de ça. Donc, mais il faut se renseigner. Simplement, il faut se renseigner pour y assister. Alors, si maintenant je reviens sur votre mission, qui est animer le réseau de veille documentaire des services du Premier ministre. Est-ce que vraiment, dans le détail, vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent en quoi ça consiste? Alors, eh ben, en fait, les services du Premier ministre, en fait, c'est une soixantaine d'organisations. Alors, il y en a qui sont très connus, qui font du juridique, de la veille juridique, hein, comme la CNIL et le Défenseur des droits, par exemple, ou la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Puis, il y en a qui font du militaire. On va avoir, par exemple, le secrétaire général pour la défense et la sécurité nationale, l'Institut des études de la défense nationale. Il y en a qui font quasiment de l'académique et de l'universitaire avec France Stratégie, par exemple, le CEPI, enfin, etc., etc. Puis il y en a qui font du technologique. On a la direction interministérielle du numérique, la DINUM, qui fait aussi partie voilà, des entités, etc., etc. Je ne les cite pas toutes parce qu'il y en a 60, et sinon ça serait un petit peu fastidieux. Mais l'idée, c'est déjà de faire en sorte à ce que les veilleurs de ces 60 entités fassent réseau, se rencontrent. Et donc, moi, en tant qu'animateur de réseau, mon premier objectif, c'est déjà de faire en sorte à ce qu'on se retrouve autour d'animations, de formations, d'ateliers. Et puis après, ben, je mets à disposition aussi des technologies. Je mets à disposition des crawlers, je mets à disposition une plateforme de diffusion de la veille au-delà des silos organisationnels avec du logiciel libre. On utilise WordPress, hein, c'est justement ce logiciel libre qui a été repris par SINDUP.
Et on fait aussi pas mal de text mining. Vous parliez tout à l'heure d'analyse sémantique. C'est vrai qu'on utilise des outils plutôt gratuits, hein, développés par la recherche scientifique française comme Cortext ou Gargantext. Et donc là, on va faire de l'extraction d'entités nommées et en donner des représentations par occurrence, co-occurrence, de façon à avoir des vues un peu objectives et statistiques sur la littérature, par exemple. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes l'espèce d'agrégateur autour de la veille. Vous proposez les outils que vous avez sélectionnés, que vous mettez à disposition. Vous formez aussi à ces outils? C'est ça. Ouais, ouais. Bah là, par exemple, la prochaine réunion du réseau de veille, en fait, portera sur InnoReader. Et puis, voilà, la dernière, c'était sur Gargantext. Et puis, on fait beaucoup d'ateliers. Alors, Gargantext, alors, par contre, je vais me gourer, je pense, si je donne les noms des institutions qui portent Gargantext, c'est le CNRS, en gros. Mais en fait, Gargantext, en fait, c'est un outil qui fait du text mining. Donc, en gros, ça permet effectivement sur un corpus de données textuelles. Hein, en général, ça marche bien quand on prend des données assez propres, hein, du genre 50 000 textes. Eh bien, on va pouvoir extraire les entités nommées de type nom de concept, nom d'organisation, nom de lieu, nom de personne aussi. Et ça se fait par machine learning. On peut aussi venir avec son vocabulaire, hein, si on a des ontologies, des thésauries, on va pouvoir du coup annoter ces corpus, et puis après on en donne des représentations sous forme de cartographie visuelle. On voit qui travaille avec qui, depuis quand, quel pays, etc., etc. D'accord. Et toute cette veille, enfin, vous parliez de WordPress, Oui. c'est-à-dire que vous la diffusez, vous la mutualisez sur WordPress, sur un portail? Oui. En fait, au départ, moi, je suis arrivé pile poil au moment du confinement en 2020. Et alors, en tant qu'animateur de réseau de veille, c'était un peu compliqué, surtout qu'on n'avait pas vraiment d'outils de visio, comme c'est un environnement très sécurisé, comme vous pouvez l'imaginer. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que j'en ai plutôt fait une opportunité. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, pour le moment, tout le monde envoie ses veilles par newsletter, par mail, sous forme de gros PDF souvent. C'est un peu des silos, finalement. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas mettre ensemble InnoReader et un outil très simple, hein, un outil qui est le plus répandu, hein, dans le monde des sites web, hein, qui est WordPress, qui est un logiciel libre et qui coûte rien. Donc, pour faire ma petite expérimentation, j'avoue, j'ai utilisé tout simplement ma carte bleue et j'ai payé 40 balles chez OVH, un hébergeur de sites web et aussi de noms de domaine. Et j'ai testé d'utiliser des plugins WordPress qui permettaient de convertir des flux RSS de sortie d'InnoReader en articles WordPress. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, j'ai fait comme ça un petit site qui permettait de diffuser ma veille, non pas exclusivement par newsletter envoyée par mail, mais aussi sous format web. Ce qui est quand même beaucoup plus itératif, beaucoup plus souple. On peut modifier à tout moment. On sort un peu de la culture de l'imprimé où tout est, voilà, une fois que c'est envoyé, on peut plus y toucher. Puis on a des statistiques aussi beaucoup plus fines de consultation des contenus. Et à partir de là, moi j'ai une première entité qui m'a dit, moi aussi j'aimerais bien envoyer mes contenus dessus, puis 2 entités, puis 3. Et à la fin, là aujourd'hui, on est à plus d'une vingtaine d'entités qui contribuent en fait à cette plateforme. Et puis on a 4 ministères aussi qui versent leur veille sur cette plateforme. Et aujourd'hui, on s'est dit à un moment donné, évidemment, on a quand même des nécessités un peu de sécurité en fait dans nos entités. Et il a fallu quand même que je montre que cette plateforme a été pérenne. Et donc à ce moment-là, c'est un peu il a fallu en fait passer effectivement par une société. En fait, c'est SynDup, hein, du coup, qui héberge dorénavant la plateforme et qui assure sa sécurité. Mais on l'a complètement développé. On a complètement développé en fait finalement le modèle en interne sous forme de prototype. Et c'est vrai que c'est après SynDup a vu la publication qu'on en a faite pour la partager au sein de la DBS. Et c'est après qu'on a commencé à travailler finalement ensemble. Mais au départ, c'est vrai qu'on a commencé comme ça avec un petit prototype qui a grandi petit à petit jusqu'à ce qu'on l'officialise avec une note officielle, voilà, qui demandait en fait aux entités de rejoindre cette plateforme. D'accord. Donc le fonctionnement, c'est des flux InnoReader qui sont plugués et qui se déversent automatiquement. Il y a quand même une espèce il y a un sas de contrôle ou
En fait, c'est très simple. Honnêtement, un truc comme ça. Alors, tout est reproductible. Hein, ce que je vous dis, tout est sur YouTube. On peut reproduire de A à Z tout ça en moins d'une demi-journée. Hein, en fait, mais effectivement, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a détourné les étiquettes, c'est-à-dire les tags qui sont dans InnoReader, et donc on a appelé des tags envoyés vers la plateforme de diffusion. En gros, on les appelle comme ça, par exemple. Et derrière ce mot-clé, en fait, ça génère lui-même un flux RSS de sortie. Et ce flux RSS, en fait, c'est celui-ci qu'on utilise pour, avec un plugin. Alors, on peut utiliser CyberSEO, Feedsy. Nous, actuellement, on utilise Feedsy. C'est un plugin WordPress qui est totalement gratuit et qui nous permet de convertir, en fait, tout le contenu d'un flux RSS de sortie d'InnoReader en article. Alors, dans notre plateforme, on a évidemment des humains. On a comme ça une cinquantaine d'humains qui envoient des contenus et puis une vingtaine d'entités qui envoient des contenus donc sur la plateforme en mettant comme ça ce mot-clé qui vaut diffusion sur la plateforme. Après, ça peut partir en brouillon ou ça peut partir directement en mode publié. Tout est possible. C'est nous qui paramétrons. On dit, bah tiens, ce flux RSS de sortie d'InnoReader, je sais pas, du secrétaire général pour l'investissement, par exemple, que je l'ai pas cité tout à l'heure, eh bien, on va le convertir en article et puis on va dire c'est le nom de telle personne, ça va dans telle catégorie et ça prend tel logo ou telle image automatiquement. On essaye d'automatiser un maximum, mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a des robots. Alors là, pour le coup, on utilise plutôt qu'avec Crawl, nous. On a des robots qui viennent crawler un certain nombre de sources un peu essentielles pour nous, les ministères, la Cour des comptes, le Conseil d'État, etc., et vont publier du coup des articles automatiquement sur cette plateforme. Ce qui fait que du coup, on surveille aussi, par exemple, les nominations dans les annuaires ou sur le journal officiel. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a des robots qui alimentent la plateforme automatiquement, un peu comme le ferait par exemple Google News, qui va crawler aussi toute la presse. Et on a des humains qui, là, font une vraie curation de contenu et décident de partager leur veille, finalement, sur une plateforme comme celle-là. En fait, le gros avantage, moi, je trouve, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui surveillent un peu la même chose et ça génère un peu moins de stress aussi de se dire que on n'est pas tout seul. Si on rate le scoop, entre guillemets, eh bien, un autre collègue dans le réseau de veille va peut-être pas passer à côté. On aura juste à dire, son article, je le publie aussi dans mon silo à moi, dans ma catégorie WordPress, tout simplement. D'accord. Donc, ce qui veut dire que dans votre cas, il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de notification ou de newsletter de dire il y a des informations. Ah si, en plus, il y en a. Oui. En plus aussi, ouais. En plus, on a un petit module qui est aussi gratuit, WordPress, en fait, qui permet de générer des newsletters à partir des contenus d'un site WordPress, et ça gère aussi les mailing lists, en fait. Donc, par exemple, la Dinum. Tiens, je peux vous donner un exemple. La Dinum, alors je vais pas citer la société, mais par exemple, la Dinum auparavant, elle payait 50 000 € par an un prestataire extérieur pour lui fournir une veille avec une vingtaine de mots-clés et sur une vingtaine de sources. Dorénavant, nous, avec nos outils, nos crawlers, nos InnoReader et puis notre plateforme de veille, de diffusion en WordPress, eh bien, en fait, on a remplacé ça. Donc, ils économisent comme ça 50 000 €. On a réinternalisé finalement les compétences aussi. Et dorénavant, au lieu d'avoir pour eux à la Dinum à corriger une newsletter avant envoi, ce qui est quand même un peu pénible, parce que voilà, là dorénavant, ils sont dans une interface qui est totalement web, et donc ils ont leurs articles sous WordPress et ils les suppriment, ils les reçoivent comme ça directement, et ils sont dans InnoReader, c'est-à-dire que dans InnoReader, ils disent voilà tous les articles qui remontent et voici ceux qu'on envoie dans WordPress, et puis après ils ont la main bien évidemment à tout moment pour modifier les articles. Avant d'envoyer d'ailleurs une newsletter. À la fin, ils envoient quand même une newsletter aussi, mais ils utilisent pour ça un petit plugin WordPress qui est très facile et qui automatise finalement. Ils pourraient même envoyer en automatique quelque part. On le fait pas parce qu'on aime bien mettre un petit édito sur la newsletter, mais on pourrait tout à fait automatiser l'envoi aussi. Je vois. Et donc, au-delà de la réduction de ces coûts, comment vous mesurez le succès de tout ça à partir de quelles statistiques la newsletter, enfin, je veux dire, la délivrabilité de la newsletter, les consultations sur le portail, vous mêlez plusieurs statistiques Oui. En fait, moi, ce que j'aime bien mesurer, par exemple, et ça, c'est assez rassurant quand même pour les humains que nous sommes, à cette ère de l'intelligence artificielle générative notamment, c'est moi, j'aime bien regarder justement la moyenne du nombre de consultations, en fait, en visiteur unique notamment, par mois et par article. Et si je compare en faisant 4 corpus, en fait, si je regarde les contenus qui sont envoyés directement par des robots, ensuite, je les compare à des contenus qui font vraiment l'objet d'une vraie curation, d'une vraie sélection par des humains qui décident qu'est-ce qui, parmi tout ce que les robots font remonter, qu'est-ce qui va être partagé, qu'est-ce qui ne va pas l'être. Et ensuite, si je vais au troisième stade de la pyramide, un peu
plus élevé, là, qui consiste à se dire, ben là, non seulement il y a un objet, il y a un contenu qui est remonté par un robot, mais il a fait l'objet d'une sélection. Et ensuite, on a aussi fait une analyse ou parfois une extraction tout simplement de citation ou un résumé de l'article. Plus on remonte jusqu'à produire, là c'est le Saint Graal, hein, le contenu original, par exemple un retour d'expérience, une expérimentation. Enfin, et plus on monte dans l'originalité et dans l'apport que l'humain peut faire, et plus on voit qu'il y a un nombre important en fait de consommation de ces articles. Nous actuellement, on est à peu près à un peu plus de 1000 visiteurs uniques par mois sur une population d'un peu plus de 3000 personnes. Mais dans ces 3000 personnes, il y a des personnes qui font de la sécurité, du nettoyage, de la restauration. Donc, tout le monde n'a pas vocation à consommer finalement cette plateforme de veille. Et en étant à 1000 avec une bonne dynamique, en fait, on pense que finalement, c'est plutôt pas mal. Et l'autre aspect qu'on mesure aussi beaucoup, bah, c'est l'argent. En fait, là, on voit bien qu'on est dans une période un peu difficile. Alors moi, je pense que c'est aussi une opportunité parfois d'avoir des budgets un peu moindres. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben là, nous, on estime entre 400 000 et 600 000 euros par an qu'on fait économiser aux contribuables, parce qu'on a une plateforme qui est un peu low cost par rapport à ce que ça coûte quand on achète toutes les technologies auprès des prestataires. Et puis, on a des robots. Chaque robot, on a calculé, c'est à peu près 24 heures de temps de travail qui est épargné. Et souvent, c'est du travail un peu pénible d'aller voir tous les jours dans le journal officiel si, par exemple, pour la CNIL, s'il est marqué la loi 1978-je sais plus combien. C'est un peu pénible de faire ça tous les jours. Nous, le robot, on lui laisse faire ça. Le robot, il est même capable d'écouter des vidéos. Il fait du speech to text. Enfin, c'est vrai que c'est quand même, on gagne énormément de temps grâce à lui. Et puis, on estime comme ça qu'on est à peu près à 5 équivalents temps plein, en fait, qui ferait du travail un peu pénible de robots qu'on s'épargne. Donc tout ça, ça a un coût. Et voilà. Et donc en fait, on regarde aussi comme on a pu réinternaliser du travail qui auparavant était donné à des prestataires qui faisaient la veille à la place de certaines entités. Si on met tout ça bout à bout, on estime qu'on est à peu près à 400 000, entre 400 000 et 600 000 euros par an. Oui, ce qui est énorme. On a perdu. Mathieu, non, c'est bon, on vous a retrouvé. Oui. Ouais. Ah mince, d'accord. Non, c'est bon, c'est bon. La dernière phrase était un petit peu hachée, mais c'est peut-être de mon côté aussi. Hein. Bah, ça répond en tout cas peut-être à la question que d'un des auditeurs qui disait, même si les outils sont gratuits, quels sont les coûts au total pour obtenir cette solution complète? Vous avez une idée du coût de la solution? Pas des économies réalisées, mais des coûts du coût. Oui. Nous, en gros, on a pris InnoReader Pro pour 50 personnes. Là, je pense que le tarif doit être public. Il me semble que ça doit être autour de 3000, je crois. Je parle de mémoire, hein, ma mémoire n'est pas forcément… voilà. Après, on a pris KB-Crawl pour surveiller toutes ces sources, hein, notamment, par exemple, le canard enchaîné, il fait de l'OCR dessus, pour surveiller des noms, par exemple dans le canard enchaîné, hein, typiquement. Après, ça nous permet de surveiller des chaînes YouTube aussi. Et puis toutes les sources pour lesquelles il y a un login et un mot de passe, toutes les sources pour lesquelles il y a des flux RSS, il n'y a pas de flux RSS justement, ou il y a des flux RSS qui sont tronqués. C'est vrai que c'est très rare d'avoir des flux RSS où il y a l'entièreté de l'article. Et malheureusement, quand on cherche un mot après avec un filtre mot-clé sur un flux RSS qui est complètement tronqué, en fait, on le surveille vraiment de manière très tronquée aussi. Donc, pour tous ces cas de figure-là, nous, on utilise un crawler, mais le crawler, finalement, on l'envoie dans InnoReader. On a mis un peu ensemble InnoReader et KB-Crawl de façon à avoir une sorte d'InnoReader un peu plus puissant. Et finalement, au total, nous, on est sur des coûts qui sont autour de 16 000 euros par an, en fait. Et ce qu'on a expérimenté aussi, c'est de mettre du GPT-4o, en fait, avec la clé, en fait, hein, la clé quand on est, voilà, on peut l'appeler directement depuis des plugins WordPress. Alors, il y a CyberSEO, il y a Feedsy. Nous, on utilise Feedsy, mais il y en a encore plein d'autres. Hein. Mais dans ce plugin qui est un peu le cœur du réacteur de notre dispositif sous le logiciel libre WordPress, en fait, ce qu'on fait, c'est que, évidemment, c'est un plugin qui convertit des flux RSS en articles. Donc, il reprend dans le XML du flux RSS le titre, l'auteur, la date et le contenu quand il existe. Mais nous, ce qu'on lui fait faire, c'est qu'à un moment du plugin, on peut lui dire, le contenu, tu vas le résumer, en fait. Et tu vas le résumer en tant de mots, du point de vue, on peut lui donner du contexte, voilà, en langage naturel, on peut lui dire plein de choses. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien. Et pour un coût qui est quand même assez faible, faire des résumés automatiques
avec un plugin WordPress, c'est quelque chose qui est aujourd'hui proposé par tous les plugins WordPress en fait. Hein. Le seul coût, c'est le coût d'appel de l'API de GPT-4 ou il y en a d'autres d'ailleurs aussi, notamment dans le service public, il y en a qui sont en train d'être étudiés. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit coût supplémentaire qui nous revient par an à même pas 1 millier d'euros en fait, de faire ça en fait. Et ça marche très bien, notamment pour faire des images aussi. Images à partir du titre, c'est parfois plus sympa que de mettre un logo automatiquement. Oui, je vois. Alors juste une question aussi, je reviens sur la présentation que m'avait proposé au pluriel ChatGPT et Gemini, puisque à la fin, il était précisé en 2023, il a souligné l'importance de l'évolution des outils de veille permettant aux professionnels de se consacrer davantage de temps à l'analyse. Pourquoi il m'a remonté ça? C'est extrait d'un. Je pense que j'ai dû le dire. Ouais, j'ai dû l'écrire quelque part ou le dire. J'avoue, je me rappelle plus où, mais effectivement, c'est fidèle à ce que je pense. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à utiliser ces robots, à utiliser l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, en gros, moi, je pense que ça pourrait quasiment être une revendication syndicale que d'exiger d'avoir des robots pour faire tout le travail ingrat à notre place. Et le temps qu'on libère grâce à ça, l'idée, c'est justement de faire du travail beaucoup plus intéressant, même sur le point de vue du développement personnel, c'est-à-dire de rentrer beaucoup plus dans l'analyse des contenus, de devenir beaucoup plus expert aussi des sujets sur lesquels on fait de la veille, en arrêtant de faire ce travail de robot qu'il faut laisser au robot. Pour moi, quand un humain fait une veille où il se contente d'envoyer des contenus qu'il n'a pas lus de manière des contenus bruts, je pense qu'il fait un travail de robot et il est menacé, cet humain-là. Clairement, il est menacé parce que le robot fera toujours mieux que lui, de toute façon. Il sera toujours plus rapide. Il arrivera à faire ce travail sur un volume beaucoup plus élevé. Il passera pas à côté, je pense. 24. Ouais. Et c'est ça, moi mes robots, je les fais travailler la nuit. Ils travaillent le week-end, notamment pour pas interférer avec un humain. Quand mon robot se connecte avec mon login et mon mot de passe à un contenu auquel je suis abonné, eh bien, il vaut mieux qu'il le fasse pas pendant que moi j'en ai éventuellement besoin la journée. Donc je le fais travailler en général la nuit ou le week-end. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, tout ce temps qu'on va économiser en se débarrassant du travail le plus ingrat finalement, parce que ce travail de robot, c'est pas le plus rigolo qui soit. Ça va nous permettre de faire naître des activités qui, pour le moment, on n'avait pas le temps de s'y consacrer suffisamment. Et je pense que c'était beaucoup plus intéressant justement d'aller sur l'humain, parce que ça va nous permettre d'être beaucoup plus dans l'interaction avec des humains justement grâce à ces robots. Donc moi, je pense qu'en fait, on a parfois une vision, je trouve, en France, peut-être un peu trop négative et un peu trop sur la défensive par rapport à tout ça. Moi, je pense qu'il vaut mieux y voir une opportunité qu'une menace, parce que je pense que les personnes qui voient une menace vont réellement finir par être menacées. À mon avis, il faut pas trop tarder, notamment dans les communautés de veilleurs, à expérimenter tout ça. Parce qu'en fait, je pense que on peut pas parler de quelque chose si on l'a pas réellement expérimenté. Moi, je vois beaucoup de personnes qui critiquent un peu ce qui se passe avec l'intelligence artificielle générative sans vraiment l'avoir testé. Moi, j'avoue, je passe énormément de temps. Par exemple, le soir, quand je promène mon chien dans les champs, de temps en temps, je fais des conversations en anglais pour essayer de m'améliorer dans mon anglais. Donc là, c'est vraiment un très très bon moyen de progresser. Parfois, j'ai un prof personnalisé dans des sujets de sociologie, de philosophie. C'est vraiment très intéressant d'être en mode oral, comme ça, en discussion avec une intelligence artificielle générative qui parle vraiment comme un humain. C'est vraiment, moi, je pense, un très, très, très bon moyen d'apprendre des choses. Moi, j'apprends beaucoup de choses depuis que je l'utilise. Je l'utilise même, par exemple, quand je suis en vacances. Là, on a été en Bretagne, on visite des pardons, des églises. Eh bien, on a une sorte de guide touristique qui nous dit sur le lieu sur lequel on est, il nous fait une sorte de synthèse de tout ce qu'il y a à voir, les chapiteaux, etc., etc. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Moi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, un autre usage qui est un peu privé, mais on est en train de vider un appartement et on essaye de comprendre la valeur des biens. On prend en photo des objets comme si c'était un antiquaire. Et il nous dit, oui, là, c'est quelque chose qui a été fabriqué dans tel atelier, ça date de telle époque, ça vaut à peu près telle valeur. Vous voyez, tout ça, c'est des choses dans lesquelles on a un expert comme ça dans la poche sur notre smartphone
à disposition. Et je trouve que ça serait vraiment dommage de pas prendre le virage. Oui, bah ça, tout à fait. Moi, je suis totalement d'accord avec vous et je pense que c'est largement les médias, beaucoup de médias qui ont relayé une image assez négative et cette posture défensive et de défiance vis-à-vis de l'IA, alors qu'au quotidien, on voit quand même que tout passe, et vous le disiez, par l'usage et la formation, et c'est ce que vous faites aussi par votre réseau. Vous faites, j'imagine que quand vous parlez d'ateliers, de conférences, mais j'imagine qu'il y a aussi des espèces de prise en main, de formation, de partage de retours d'expérience que vous organisez. Oui. Ben, par exemple, tiens, ça va être en janvier. Là, je vais en faire une de nouveau. J'en avais déjà fait une, mais c'est sur ChatGPT. Et du coup, moi, en fait, il intervient pendant la réunion. C'est-à-dire qu'en fait, on considère quasiment que c'est bon. Il n'a pas d'hologramme encore, mais on discute, on expérimente, on partage aussi sur un grand écran ce que les uns et les autres ont fait comme expérimentation. Et puis à un moment donné, bah, lui, il nous écoute et en fait, à un moment donné, il intervient aussi pour dire des choses. Et d'ailleurs, souvent, son intervention est vraiment très, très pertinente, très intéressante. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'à la fin, bah, c'est lui qui me fait mon compte-rendu de réunion. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il a tout en speech to text. Il a la version textuelle, en fait, de l'ensemble de la réunion. À partir de ça, à partir de la version textuelle, eh bien, en fait, on lui soumet et il rédige un compte-rendu de réunion. Il n'y a quasiment pas besoin d'y revenir. Et c'est vrai que ça, j'avoue que c'est un peu ingrat. Je pense qu'on rédige un compte-rendu de réunion, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Totalement, totalement. Alors, et si on revient justement à votre expérience et à la place de l'IA dans vos missions, parce que cette mission, vous l'exercez depuis 2020, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Donc, ça fait 4 ans maintenant. Est-ce que vous avez vu une évolution en 4 ans entre il y a 4 ans, on en parlait un petit peu, et puis c'est arrivé. Comment ça s'est fait? Quelle place occupait l'IA il y a 4 ans et quelle place occupe-t-elle aujourd'hui dans cette sphère publique? Quelle est votre impression? Alors, c'est vrai que moi, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'avec la veille, c'est en juillet 2020 que j'ai vu GPT-3. Et donc, c'est bien avant, hein. Finalement, on voit que la veille aussi, c'est un moyen d'anticiper sur ce qui va nous arriver et d'imaginer aussi les usages. Parce qu'en juillet 2020, moi, quand je relis l'article que j'avais rédigé à l'époque sur notre plateforme de veille, eh bien, en fait, c'est assez proche de ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, hein. L'idée même de modéliser, par exemple, la pensée de certaines personnes. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit clairement. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est chacun a des corpus métiers, en fait, chacun a sa propre littérature. Ce qui est très intéressant, c'est de créer, en fait, finalement, des chatbots experts. On peut très facilement uploader, par exemple, toute la littérature d'une entité et après bénéficier d'un chatbot qui va finalement s'exprimer, comme si on avait modélisé la pensée de l'entité quelque part, va s'exprimer un peu comme l'entité. Et donc, je trouve que c'est une manière d'interroger parfois les contenus qui est aussi plus agréable que les requêtes dans les bases de données bibliographiques d'avant. Moi, je trouve ça assez intéressant. Même, je me dis, par exemple, quand quelqu'un part, par exemple, d'un poste, on pourrait très bien imaginer, alors pour peu que juridiquement on puisse le faire, hein, bien sûr, mais on pourrait très bien imaginer de le cloner quasiment. Dire que la personne, on bénéficiera plus de son expertise, mais on a tout ce qu'elle a rédigé, tous ses textes. À partir de là, on peut très bien créer un chatbot expert qui permet de continuer finalement un peu à parler et du moins d'interroger l'expertise de quelqu'un qui est parti. Moi, pour moi, c'est un usage, par exemple, qui, voilà, par exemple, de knowledge management qui me semble assez intéressant. Oui. Et alors, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question sur l'usage et le rapport que vous entretenez avec l'IA, mais dans votre mission, dans vos missions de tous les jours, vous parliez de GPT-4o pour des requêtes, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment eu une intégration et l'IA occupe de plus en plus de place ou il y a encore une espèce de défiance dont vous parliez un petit peu au sein du service public? En fait, il y a beaucoup de gens qui attendent. C'est un peu comme le grand soir, en fait. Je trouve que c'est un bon moyen de rien faire, en fait, ou de se lamenter parce qu'on n'a pas de moyens, en fait, et de se dire, bah tiens, comme on n'a pas de moyens, bah du coup, c'est une bonne raison de rien faire. Moi, je pense qu'en fait, il y a un peu un côté comme ça, mais on voit apparaître, hein, par exemple, dans la veille, il y a des gens qui font de la curation.
qui font de la curation semi-automatisée, c'est-à-dire qu'ils ont un corpus d'articles sélectionnés, un corpus d'articles rejetés, et après les articles nouveaux qui arrivent, eh bien on peut calculer une sorte de note qui nous dit est-ce que par machine learning ça ressemble plus au corpus qu'on a accepté ou au corpus qu'on a refusé. Donc ça c'est des trucs qu'on voit apparaître et qui n'existaient pas hein. Il y a 4 ans, c'est des choses assez nouvelles. Après, il y a pas mal de gens quand même, moi, qui me sollicitent parce qu'ils voient bien que je joue beaucoup avec l'IA générative, notamment à l'oral. Et moi, par exemple, je fais des démos souvent, par exemple, avec les ressources humaines. Je leur montre, par exemple, comment moi j'utilise comme pour faire des jurys blancs. C'est très très bon. Hein. Moi, j'ai un chatbot expert comme ça. Il connaît le cadre du concours, donc la durée, il me chronomètre. Hein. Il me dit, voilà, au début, il se présente, il me dit, je suis le président de ce jury, vous avez 10 minutes pour parler. Donc, je me présente, tout ça. Et il me chronomètre. Il me dit, voilà, vous avez parlé 10 minutes et 30 secondes. Et ensuite, il pose des questions qui sont vraiment sur mon parcours très très pertinentes, hein, parfois même plus pertinentes que certains réels jurys de concours. Et puis, il va piocher aussi dans les annales, parce que je lui ai mis en tant que chatbot expert, je lui ai mis les annales des questions qui sont habituellement posées. Il a les comptes rendus des présidents de jury. Il a les bibliographies pour préparer le concours. Il a tout ça. Et du coup, il pose des questions vraiment très pertinentes. Et ça, je sais que par exemple, ça plaît beaucoup, pas uniquement dans le monde de la veille, où nous, évidemment, je pense qu'on a un peu une appétence naturelle hein, pour ça, mais aussi, par exemple, au niveau des ressources humaines, c'est très intéressant, par exemple, de faire de l'analyse de CV. Hein, typiquement, alors pour le moment, c'est des expérimentations. Hein. On prend des CV comme ça qu'on trouve sur Internet et puis on teste. Enfin, moi, je l'ai déjà testé, par exemple, de me dire, tiens, il me propose une grille d'évaluation. Après, je lui soumets 10 CV. Et il va. Alors après, il y a une question juridique, hein, bien sûr. Hein. Je sais bien que c'est un petit peu borderline ce que je fais, mais c'est quand même expérimental. Et après, il est capable comme ça d'évaluer des CV avec une grille. Je pense qu'il y a énormément. Il n'y a pas un métier, il me semble, qui peut rester en dehors de ça. Et moi, je vois ça de manière vraiment très très positive parce que je pense que ça permet d'éliminer pas mal de biais humains, idéologiques ou tout simplement émotifs. Là, on est sur quelque chose où on peut remettre un peu de rationalité parfois aussi. En tout cas, je pense que c'est un outil. Quand on l'a testé, en fait, on revient clairement pas en arrière. Hein. Est-ce que vous pensez pas quand même que dans la sphère publique, ce sont les 3 volets, on va dire, qui sont un peu pas négatif, hein, c'est pas le mot, mais la dimension éthique, la dimension éco-responsable et le côté souverain de l'IA qui pour l'instant pose problème à son utilisation. Le côté, si on avait, ou je sais pas, peut-être que c'est déjà des débats qui ont lieu autour de vous, je ne sais pas, l'éthique, l'éco-responsabilité et la souveraineté. Oui, c'est sûr. Par exemple, effectivement, une agence de renseignement a pas vraiment intérêt à créer un chatbot expert avec toute sa littérature, sur un outil comme celui-là. C'est pour ça qu'en fait, au niveau de l'État, eh bien, il y a pas mal de projets en fait pour se doter d'une IA générative en fait souveraine de l'État. Et puis effectivement, il y a des problèmes au niveau du réchauffement climatique. Enfin, ça pose plein de questions. Ou même tout simplement pour nos capacités. C'est vrai qu'effectivement, c'est Mickaël qui disait ça tout à l'heure. Hein, il pense qu'en utilisant le GPS, c'est vrai qu'il a perdu peut-être en sens de l'orientation. Et ça, c'est pas faux. Mais c'est vrai quelque part, moi je pense qu'avec l'invention même de l'écriture, hein, on a perdu nos capacités à mémoriser. Avant, tout le monde pouvait raconter certainement l'Odyssée ou l'Iliade de mémoire autour du feu. Dorénavant, on a externalisé cette capacité-là avec des livres, en fait, avec de l'écrit, et on a déjà perdu énormément de capacités. Et peut-être qu'on va assister d'ailleurs à une sorte de retour à l'oral hein, aussi, avec des contenus qui seront plus sur vidéo, moins sur texte, peut-être plus d'interaction aussi orale avec l'IA. C'est pas impossible non plus, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors pour terminer, je vais faire votre promo parce que vous avez aussi une chaîne YouTube et vous avez un site. Je vais partager l'adresse plateformedeveille.org. Alors, est-ce que vous pouvez juste expliquer à ceux qui nous écoutent la chaîne YouTube, on y trouvera quoi, et sur le site web, on y trouve quoi? Alors, sur la chaîne YouTube, en fait, moi, j'aime bien partager un maximum
pour justement pas être dans une économie de rente. Alors c'est vrai que souvent dans la fonction publique, on est un peu considéré comme étant une économie de rente, mais moi je me dis, j'aime bien partager pour me challenger aussi moi-même en essayant toujours, voilà, je viens du monde de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur, donc le partage c'est quelque chose de naturel, le partage de connaissances, et je pense que ça nous permet de tous nous améliorer collectivement. Et puis après, sur le site plateforme de veille.org, en fait, c'est un benchmark qu'on a fait justement sur toutes les plateformes de veille. En fait, on a fait quelque chose de très ouvert avec Christophe Deschamps, Corinne Dupin et Jérôme Bondu. Et en fait, on a laissé totalement libre les éditeurs de répondre à une enquête. Et puis, on en a sollicité aussi quelques-uns, parce qu'on avait fait un numéro spécial dans la revue E2D il y a quelques temps de ça, où justement, on analysait les réponses de ces éditeurs. Et de temps en temps, on fait une mise à jour. Avec notamment, là, cette fois, on a rajouté pas mal de petites vidéos où les éditeurs ont bien voulu lever le capot de leur plateforme pour montrer concrètement comment elle fonctionne. Et nous, ça nous permet aussi de rester à l'état de l'art, de ce qui se fait en termes de notamment d'IA au niveau des plateformes de veille. Oui, alors j'ai partagé les liens, comme ça tous ceux qui nous écoutent pourront aller consulter. Vous vérifierez les statistiques si vous constatez un pic à partir de ce matin. Et puis je vous rappelle pour conclure quand même que le gouvernement a lancé une stratégie nationale pour l'IA. C'était en 2018. Il y avait une enveloppe quand même de 2,5 milliards d'euros du plan France 2030 qui y sont dédiés. Et là, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on en est à la deuxième phase de cette stratégie pour l'IA. Et l'idée, c'est d'accroître le nombre de talents formés dans ces domaines-là et d'accélérer le potentiel de R&D autour de l'IA. Alors, je ne sais pas si vous suivez ça aussi forcément oui. Oui, et il va y avoir un sommet aussi de l'IA sous l'égide du président de la République en février. Et je suis aussi secrétaire général adjoint du Groupement français des industries de l'information, le GF2I. Et donc, on essaiera aussi d'intervenir au sein de ce sommet. D'accord. Eh bien, écoutez, on relaiera la date au plus vite. Bon, en tout cas, merci Mathieu, c'était très intéressant votre témoignage. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois. À vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.